Voilà, et bien je vous propose de commencer ce petit cours sur l'utilisation du GTN 635 et donc du simulateur Garmin. Le déroulé du cours, rapidement un rappel sur les principes du GPS, ensuite l'utilisation de ce simulateur Garmin. Enfin, ensuite, on utilisera ensemble ce simulateur Garmin. Donc, c'est sur cette partie 3 qu'il faudra essayer d'avoir soit sur vos tablettes iPad, soit sur une autre page en parallèle de votre ordinateur PC, le simulateur Garmin pour jouer au simulateur en même temps que moi et utiliser le GTN en même temps que moi. Et on terminera par, vous commencez à en avoir l'habitude avec moi, je parle tout le temps de ça, TEM, Threat and Error Management, autour de l'utilisation du GPS en aviation générale. Pour lancer le simulateur Garmin, on reviendra tout à l'heure, mais simplement, une fois l'installation qui est terminée, vous lancez le Garmin Aviation Trainer, vous paramétrez dans les settings que la base de données de nav, la database navigation, ce soit bien celle Jepsen, comme ça elle est worldwide. Et ensuite, vous configurez les simulateurs avec deux préférences. Donc sur le Navigators, donc dans Single Engine Piston, le simulateur, vous mettez le 635, donc pas le 650, mais bien le 635. Et dans le display, le plus facile, c'est de mettre le GDU 700. Pour pouvoir ajouter ou modifier les petits simulateurs ici, vous utilisez les petites flèches moins là, et ensuite la petite flèche plus qui vous remettra un petit menu. On y reviendra tout à l'heure, et ensuite on lance le simulateur avec le Power On. Sur l'appli iPad, j'ai pas possibilité de partager là, mais simplement, vous lancez l'application GTN Trainer une fois le téléchargement de l'appli fait, vous appuyez sur Continue une première fois, et vous configurez de la même façon Aircraft Single Piston Engine modèle le 635. Je vais corriger tout de suite la présentation, comme ça je n'oublierai pas. Vous mettez Flight Controls On et en cliquant sur More, vous vérifiez qu'il s'agit bien, encore une fois, de la nav database Jepsen. Et enfin, vous cliquez sur Start. Voilà, on y reviendra sur l'utilisation du simu. On est parti. Petit rappel sur les principes du GPS. Donc, GPS. Alors, GPS, déjà, c'est le nom qu'on donne à la galaxie de satellites lancée par les Américains. Le système de navigation par satellite, en général, on appelle plutôt ça GNSS. Et à l'intérieur de ce système de navigation par satellite, on a la possibilité d'utiliser les satellites américains de la constellation GPS. Vous savez maintenant qu'on a notre super projet européen Galileo, et il y a aussi les satellites russes, les satellites chinois, etc. Donc, des fois, quand on lit des documentations, les termes se mélangent un petit peu. Là, j'ai beaucoup utilisé le terme GPS, qui est le terme courant dans la vie de tous les jours, pour parler du système de positionnement et de navigation en utilisant les satellites. Donc, il y a des constellations de satellites autour de la Terre. Chaque satellite, en fait, c'est des satellites assez simples. Il y a des horloges à l'intérieur. Donc, il y a un petit tic-tac, une horloge atomique. Donc, c'est des horloges qui sont extrêmement précises. Et chaque satellite emporte avec lui et diffuse cette information de temps et l'information de sa position dans sa galaxie et sa position par rapport à la Terre. Votre équipement à bord, quand il se connecte à un satellite, il reçoit de ce satellite un message radio qui contient l'heure et la position du satellite. Comme on a la vitesse des ondes radio émises qui est constante et qui est indépendante de la vitesse de ce satellite ou de notre vitesse à nous, l'écart de temps entre la transmission, donc le message envoyé par le satellite et reçu par le récepteur à bord de l'avion, est tout simplement proportionnel à la distance entre le satellite et le récepteur. Le récepteur, parce qu'il est connecté à plusieurs satellites en même temps,
il est en mesure de recevoir tout le temps cette information de position, de distance, pardon, par rapport à chacun des satellites. Et ensuite, on peut trouver, il peut calculer sa position précise et son écart ensuite par rapport à l'heure réelle. Enfin, grâce à cette position précise par rapport au satellite, on positionne l'avion sur une terre de référence qui est appelée la géoïde. Donc l'avion, il est positionné sur la Terre, mais en fait, on le positionne sur une référence. On le sait, la Terre, c'est pas un ballon sphérique, tout plat, tout bien. Il y a des évolutions différentes à droite, à gauche, du relief. Et en aviation, il y a eu une référence, une terre de référence, une géoïde, qui s'appelle le WGS 84. Et donc, tous les satellites et tous les récepteurs utilisent cette référence-là, en tout cas pour l'aviation. Et on représente la position de notre avion par 3 coordonnées sur cette terre de référence, sur cette géoïde. Pour pouvoir avoir nos 4 inconnus, donc nos 3 coordonnées géographiques et l'écart de temps par rapport à l'heure du GPS, il faut pouvoir voir au minimum 4 satellites. 4 satellites, on résout bien une équation à 4 inconnus. Donc voilà, c'était vraiment très rapide sur le GPS. Je vous laisse aller consulter et réviser un peu plus, si vous le souhaitez, dans vos manuels de PPL, etc., les connaissances que vous devez avoir au point de vue théorie sur le fonctionnement d'un GPS. Il y a quelques connaissances supplémentaires qui sont demandées, par exemple sur la précision, l'intégrité de l'information, la disponibilité du réseau, etc. C'est des choses qui sont à savoir, qu'il faut connaître pour comprendre l'utilisation de notre système de GPS et ainsi, on y reviendra plus tard, identifier les menaces et mettre en place des solutions et des contre-menaces. Simplement, on termine par la liste des principales fonctions qu'on obtient avec le récepteur, donc un petit peu de vocabulaire. TRK, qui est donc track, la route sol suivie par l'avion, ou en tout cas la route sur la géodésie, comme on vient d'en parler. GoTo, la route directe vers un point. DTK, qui est direct track, la route directe entre 2 points. BRG, bearing, le relèvement de la station par rapport à l'avion, par l'avion, pardon. GS, ground speed, la vitesse sol. ETE, estimated time en route, donc le temps estimé sur votre segment. ETA, estimated time of arrival. Et enfin, un GPS est aussi relativement pratique pour calculer le vent qu'on subit, si le GPS est en mesure de recevoir de la part des autres instruments de l'avion la vitesse propre et la route magnétique. On y va. Utilisation du simulateur. Donc, si on lance le simulateur, juste après, il y a la slide pour le simulateur iPad, mais là, c'est simplement le simulateur de l'ordinateur. Donc, je lance, voilà, vous voyez toutes mes tous mes super jeux. Tac. Donc, le temps que ça se lance, normalement, vous devez bien voir. Voilà. Donc, quand on lance Garmin Aviation Trainers, voilà ce qu'on a. Les settings dont je parlais tout à l'heure, GPSN, Worldwide Fixed Wing America et Rotorcraft. Always Ask, bon, ça, c'est pas trop grave. Ensuite, Avionics, Single Engine Piston. Ici, vous pouvez appuyer sur le moins pour l'enlever du navigator. Et là aussi, donc du coup, j'ai plus rien. Et j'ajoute, je vais chercher le 635. Il est là. Et je vais chercher un display. On vous propose plusieurs displays, plus ou moins détaillés. Restons simples, on va rester sur le GDU 700. De toute façon, je vous indiquerai le minimum vraiment pour pouvoir après vous amuser et travailler un petit peu à jouer des vols. Et on fait Power On. Alors, petite question de Ibrahim. Tu ne vois pas mon écran, Ibrahim. Vous pouvez me confirmer qu'on voit mes écrans? Ouais, ça marche. OK. Alors, je vais simplement lancer là. Et donc, voici ce qui s'affiche.
Donc, la première chose, on reconnaît bien notre petit écran de Garmin comme sur l'avion. Quand on clique une première fois, voici ce qu'il arrive, ce qu'il affiche. Donc, effectivement, Demo Mode is active. Do not use pour navigation. Ben, ça tombe bien, on n'a pas le droit de faire de navigation de toute façon. Continue. On se retrouve ici et on reconnaît tout ce qu'il faut. À gauche, sur cette fenêtre, je retrouve donc des informations habituelles. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'EFIS, vous avez l'habitude, mais simplement un horizon artificiel, un indicateur de vitesse à gauche, un altimètre à droite. Ici, c'est le réglage de l'altimètre. Il faudrait que je me remémore où c'est qu'on peut le changer. Ça doit être, c'est pas trop grave. Et ici, une rose des caps qui sert en fait de RMI, puisque de HSI, parce qu'on peut afficher aussi les différents moyens radionav. Donc simplement, on va s'en servir en rose de cap et l'altimètre et la vitesse juste pour se rappeler ce que c'est. Le dernier petit module qu'on a pour contrôler, c'est le contrôle. Et donc ça, c'est ce avec quoi vous allez pouvoir piloter, mettre de la vitesse ici, mettre une altitude, et enfin ici, piloter le cap. Donc si vous mettez en heading, vous pilotez l'avion en heading, et si vous mettez en nav, l'avion va suivre le nav. Alors peut-être que je vois une question de Néodyme, peut-être que des fois c'est caché un petit peu derrière. Réduis toutes tes fenêtres et tu vas peut-être le revoir réapparaître. Voilà, donc si vous appuyez sur altitude, eh ben, on voit que l'altimètre il monte. Donc l'avion il a 0 de vitesse. L'altimètre il monte tout seul. Donc là mon avion il est à 400 pieds d'altitude déjà. Et si on met de la vitesse, alors je vais continuer la présentation et s'il y en a d'autres qui ont des problèmes, on verra vers la fin si vous voulez. Et si on met de la vitesse, on voit donc que l'indicateur de vitesse, notre anémomètre, accélère. Et si on met de l'altitude ici, allez, monte à 1100 pieds, notre altitude de tour de piste, et ben petit à petit, on a une vitesse verticale et notre avion, il monte. Donc voilà simplement comment fonctionne le simulateur. Alors, je sors ma présentation ici. Et on va pouvoir commencer. Ah oui, juste par rapport à l'iPad. Donc, alors, est-ce que j'ai parlé de tout là? Ouais. Au niveau du simulateur sur l'iPad, vous devrez retrouver avec cet écran. Et c'est un peu comme tout à l'heure, simplement les différentes modifs de vitesse. Donc, c'est ici à gauche. La modif d'altitude, c'est ici à droite. Le heading en bas. Et vous avez le report en haut de votre vitesse, de votre heading, de votre altitude. Donc, vous pouvez quand même un petit peu piloter votre avion depuis l'iPad. Alors, positionné à LFQO. J'y viens. Je reviens donc sur mon GPS. Alors, petite note, quand vous êtes dans l'avion et que vous démarrez les instruments de nav et votre module radio nav, vérifiez bien que votre navigation est à jour, que votre base de données de navigation est à jour. Ça fait partie de ce qu'il vous faut avoir à bord pour être dans les clous en termes de réglementation pour partir. On fait sur Continue. Une petite remarque au niveau du totalisateur de carburant qui est affiché ici et affiché à d'autres endroits aussi dans le... alors la mise à jour, c'est nous au niveau du club qui nous en occupons, c'est les instructeurs, Jean-Marc et tout, qui nous en occupons. Mais c'est à vous de vérifier que la carte est bien à jour. Ça fait partie des réglementations. C'est la responsabilité du commandant de bord de vérifier que la base de données est à jour. Au niveau du fuel on board et du fuel flow, donc ça, c'est des choses qui ne sont pas reliées
à l'avion. C'est vous qui indiquez combien de fuel on board qu'il y a, c'est vous qui indiquez un fuel flow, et c'est un totalisateur en temps. Donc, ce n'est pas du tout relié à votre consommation réelle. Donc, faites très, très, très attention à ça si vous voulez l'utiliser. Ce n'est pas du tout relié à la consommation réelle. Et voilà, et on se retrouve sur l'écran habituel qu'on voit du GPS. Hop, donc là, il nous annonce que effectivement Airspace Alert et on est en démo. Et maintenant, pour le positionner, vous cliquez sur Démo, Waypoint. Alors, sur Démo, vous avez possibilité de le positionner soit via un waypoint, soit par des coordonnées, comme j'imagine, vous connaissez par cœur les coordonnées géographiques de Bonduf. Mais sinon, vous mettez le waypoint et c'est magique. Il le reconnaît. Vous faites Enter. Et voilà, le simulateur vous a positionné à LFQO. Ici, vous pouvez aller dans ces petits menus. On pourra y revenir un peu plus tard. C'est pour aller un peu plus dans le détail du simulateur. Et si on va dans Map, effectivement, on est positionné à LFQO en plein milieu de la piste. Ce que vous pouvez faire encore pour être encore plus précis, c'est vous positionner en bout de 17. Vous cliquez juste sur le seuil de piste ici et 7, le petit bouton 7 que vous voyez en haut à gauche. Et voilà, là, vous avez positionné votre avion directement en bout de piste 17. Vous me dites si je vais trop vite dans la vitesse de piloter un petit peu le simulateur. Si vous voulez que je ralentisse ce que je fais ou que je refasse certaines manips. Je ne referai pas tout à chaque fois, mais n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Alors, au niveau de l'utilisation du GTN maintenant, c'est parti. Simplement un petit sommaire de ce qu'on va voir. On va d'abord discuter du bloc radio, ensuite on verra le menu principal, la fonction... Ok, je vais un peu moins vite. Le bloc radio, le menu principal, la fonction map, la fonction défaut de nav. On verra ensuite la fonction flight plan et création de points, la fonction direct to et la fonction nearest. Donc, je fais back, ça me permet de revenir sur mon menu. Et on y va pour le bloc radio. Donc, le bloc radio, c'est tout ce que vous avez sur la partie à droite. Sur n'importe quel menu, ce bloc radio sera affiché. Les deux fréquences qui sont ici, en vert, la fréquence active, la fréquence sur laquelle vous parlez, la fréquence que vous écoutez. En bleu, votre fréquence stand-by, la fréquence que vous avez préparée, celle d'après ou la fréquence d'avant. Si vous cliquez sur la fréquence verte, on switch les deux fréquences. Je passe, en cliquant sur le vert, la fréquence stand-by passe en fréquence active. Donc là, j'ai positionné mon avion à LFQO. Ce serait sympa de parler sur la fréquence d'LFQO que vous connaissez tous par cœur. Et je peux la mettre. Je clique sur le bleu, sur ma fréquence bleue stand-by, 122.00. Enter. Il me l'a mise en stand-by ici. Ça m'a affiché d'après la base de données du GPS. Il a reconnu que c'est la fréquence LFQO. Quand il affiche mult derrière, ça veut dire multi, ça veut dire que c'est l'auto-information. Et on s'en souvient bien, c'est bien de l'auto-information. De temps en temps, en fait, comment il repère que c'est cette fréquence-là, même quand vous êtes dans l'avion, c'est comme ça que ça se passe dans l'avion, il met en parallèle votre position du GPS avec la fréquence que vous avez rentrée. Donc, vous avez mis 122.00, et là, il se dit, c'est quoi la fréquence 122.00 la plus proche de la position actuelle et celle qui a le plus de chances d'être cette fréquence-là? Effectivement, c'est LFQO qui est une multi. Ceux qui sont allés, qui ont fait des naves sur Calais, par exemple, la fréquence de Calais, quand vous la mettez ici et quand après vous la passez, donc là, par exemple, j'ai mis LFQO, j'appuie sur le vert, hop, il se retrouve ici, donc je l'ai passé en active.
Calais, des fois, il ne reconnaît pas que c'est la fréquence de Calais, mais il reconnaît que c'est une fréquence utilisée par une des fréquences anglaises, un contrôle à Londres ou je ne sais plus quoi. Je crois que c'est London ACC qui marque. Donc ça peut surprendre, vous laissez pas surprendre, toujours vérifier par deux façons différentes la fréquence que vous avez affichée. Effectivement, le fait d'avoir cette information-là, ça permet de vérifier qu'on a mis la bonne fréquence. Mais si vous avez un doute sur votre fréquence, vous la vérifiez avec la VAC. Je reviens vite fait sur le stand-by. Vous avez possibilité, en appuyant sur le bouton crosshair qui est ici, de tout de suite passer la fréquence que vous avez rentrée en stand-by. Voilà, vous êtes un peu en situation délicate, vous voulez passer un message sur 121.5, vous faites crosshair, il la passe en stand-by et tout de suite, il la passe en active. Donc, je vous le refais. Ma fréquence en stand-by, là, c'est 122.00. Si j'appuie sur crosshair au lieu d'appuyer sur Enter, elle passe tout de suite en active. Dernière chose là-dessus, si vous souhaitez chercher des fréquences, vous n'avez pas votre carte avec vous, vous l'avez oublié, bon, vous n'oubliez jamais votre carte, on le sait, mais au cas où, avec la petite fonction Find qui est à gauche ici, vous avez possibilité de retrouver des fréquences. Donc, par exemple, la fréquence ATIS de l'Équin, j'ai fait Find, Nearest, et là, il me trouve les fréquences Nearest. Tiens, il y a l'Équin ici, Multiple Frec, ATIS, 122.330. OK, et là, il devrait nous la mettre. Ah, il ne veut pas. Bon, bah, en tout cas, il vous l'a affiché ici, mais normalement, il a possibilité de vous la switcher tout de suite. 119.330. Oui, c'est parce que là, il n'est pas positionné en 8.33. Donc, c'est peut-être un truc à modifier. 119.30. Voilà. Et on le change. Par rapport au bloc radio, petit rappel, la modification du son, c'est le bouton qui est ici. Et donc, vous voyez que vous pouvez modifier le son ici. Quand vous appuyez sur le bouton, ça affiche le squelch. Donc, ça sert à vérifier, quand on est à bord de l'avion, le niveau du squelch et un bon moyen de vérifier le niveau de votre son. 123.5, alors il y a une question là dans le chat, 123.5, il ne se cale pas sur un terrain, on va voir ce qu'il va dire. Vu que il ne va pas faire de différence entre un terrain, tu vois là, il nous affiche LFQS, il ne va pas afficher tel ou tel terrain en fait, tu vas de toute façon entendre tout. 123.5 reste une fréquence où on peut entendre 35 terrains qui parlent en même temps. Il va afficher celle du plus proche, mais du coup, ce n'est pas une information intéressante pour nous. Dernière chose, vous avez possibilité de modifier la fréquence en tournant les boutons, les molettes qui sont sur la droite ici. Donc, la molette qui est derrière modifie les décimales ici, les unités, pardon, et la petite molette modifie les unités. Et ensuite, j'ai juste à switcher. C'est aussi dans ce cadre COM que vous avez des informations TX et RX qui s'affichent. TX quand vous transmettez avec le push-to-talk et RX qui s'affiche quand vous recevez. Donc, c'est une fonction qui vous permet de vérifier le fonctionnement de votre radio en réception et en émission. Alors, on est dessus, donc ça tombe bien. On va passer au menu principal. Donc, ce menu Home, où vous retrouvez les accès à toutes les fonctions. Simplement, les fonctions trafic, terrain et weather et proc, ce n'est pas des fonctions que vous allez utiliser. Les trafic, terrain, weather sont, à mon avis, désactivés. Terrain, c'est une base de données de terrain qui vaut ce qu'elle vaut, mais référencez-vous plutôt à votre carte avant de regarder cette fonction-là, votre carte sera beaucoup plus précise. Proc, c'est une fonction qui sert à rentrer des procédures en IFR, et jusqu'à preuve du contraire, nos DR400 ne sont pas IFR. Et ensuite, vous avez d'autres petites services ici. Services ne sera pas actif, enfin ne vous servira à rien. Utilities, je vous laisse aller découvrir. Il y a quelques petits
calculatrices et gadgets qui peuvent peut-être vous servir, mais allez les découvrir avec le simulateur, j'en parlerai pas aujourd'hui. Et système, allez découvrir aussi ce qui se passe un petit peu dans le système, si jamais vous avez besoin de faire des petites modifs pendant que vous êtes au sol sur le GPS. Essayez de regarder ce que vous avez là-dedans avant de le faire dans l'avion. Alors on y va. La fonction map, donc c'est celle qu'on connaît le plus. Possibilité de zoomer et dézoomer avec les boutons ici. Sur l'ordinateur, avec la molette d'une souris, on peut zoomer et dézoomer. Enfin, sur l'avion, vous pouvez le faire avec les doigts. Donc un mouvement de dézoom et de zoom avec le doigt sur l'écran vous permet de zoomer et de dézoomer. Qu'est-ce qu'il affiche ici dans les quatre coins? 4 informations de vol. Donc ça, je pense que c'est le paramétrage classique, usine, direct track, distance, track et ground speed. La map, la carte va se mettre à des fonctions d'auto-zoom et de dézoom quand il détecte que vous êtes à une certaine distance d'un terrain. Donc, il va se mettre à zoomer un peu plus si vous approchez d'un terrain. Vous avez toujours possibilité de modifier votre zoom. Hein, il ne vous bloque pas sur une vue. Le cercle ici qui vous affiche donc vers quelle direction vous êtes en train d'aller. Et donc, le rayon, ici, on vous donne le rayon de ce cercle. À gauche, ici, vous avez la fonction menu. Sur cette fonction menu, la première chose, c'est cette barre bleue. Cette barre bleue vous permet de modifier le détail d'informations que vous voulez avoir sur la carte. Donc là, j'ai modifié un peu plus vers le haut. Je lui ai dit, mets-moi un peu plus de détails. Et là, il m'a affiché les différentes zones. Encore plus de détails. Et ben voilà, il a chargé un petit peu la carte. Donc ça, c'est à vous de le modifier selon ce que vous préférez, ce que vous voulez voir affiché. Map Overlay, c'est pour modifier ce qui s'affiche de base sur votre carte. À vous de voir si vous voulez terrain ou pas. Je trouve que ça charge beaucoup la carte d'avoir le terrain, mais vous pouvez le mettre ou pas. Et la topo, c'est pareil, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Donc voilà, si je désactive topo, j'ai vraiment plus aucune information de topographie, si ce n'est la mer. Je vais y venir, Fred, par rapport à ta question sur le chat. Hop, je laisse le topo. Alors, et ben voilà, Change User Field, vous avez possibilité de modifier les différents user fields que vous avez, par exemple ici en distance. Ce que je souhaite mettre, c'est plutôt mon temps jusqu'à mon prochain point. Donc, je le cherche parmi les petits menus. Donc, je vais peut-être aller un peu vite, excusez-moi. Donc, dans le menu, Change User Fields, et ben, cette distance-là, ça ne m'intéresse pas. Je clique dessus, je la change. Je descends et je vais chercher Estimated Time and Route. Donc, ce sera le temps jusqu'à mon prochain point. La ground speed, intéressant, le direct track et le track. Et je fais back pour le laisser comme ça. Et effectivement, c'était une question que vient de poser Fred sur le chat. Vous pouvez tout à fait faire Restore Default. Et il a tout remis. Donc là, il a remis la distance, alors que je l'avais modifié tout à l'heure. Voilà pour le menu map. Si vous avez d'autres questions sur le menu map, n'hésitez pas, je pourrais y revenir tout à l'heure. De toute façon, c'est un des menus principaux. Le deuxième menu principal, qui est très important, c'est le menu Default Nav. Dans Default Nav, vous retrouvez toutes les informations qu'il vous faut pour votre vol. La distance, le direct track, le bearing, ETE, track, ground speed. Ici, il va vous mettre les différents points que vous avez pu rentrer dans un plan de vol. On y reviendra tout à l'heure. Et le mode OBS. Le bouton menu à gauche, pareil, vous avez possibilité de modifier tous les champs que vous voulez ici. Et quand quelqu'un a modifié et que ça ne vous plaît pas les champs qu'il y a, Restore Default, il vous remet ce qu'il faut.
On va faire une petite manip. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vais simplement faire un direct to vers un waypoint. Au hasard, un autre terrain, Merville, Enter. Donc j'ai fait direct to, waypoint. J'y reviendrai sur le direct to, waypoint. J'ai cherché un terrain ou n'importe quel point Merville, activate. Il me met directement sur la map. Je reviens sur default nav. Voilà les informations qu'il me donne. La distance, la track, le bearing, la ground speed, le direct track, la track actuelle et l'heure d'arrivée. Ici, il m'affiche dans quel mode de navigation je suis. Donc, ce petit logo-là, c'est bien le mode direct to. Et je vais bien en direct to vers LFQT. Ici, il m'affiche l'information de ma position par rapport à la route que je viens de tracer. Je viens de tracer une route de ma position actuelle vers Merville. Cette route, on l'observe dans la carte. Et si je mets mon avion en vol, la route, elle va rester là. Donc, on va mettre une petite vitesse à l'avion. De toute façon, on va le mettre en vol. Je reviens sur le direct track. Donc, vous voyez à gauche que tout s'accélère. Il est effectivement à 1100 pieds. Et donc, vous voyez, je m'éloigne de ma route. Parce que la route que je viens de tracer, elle part de la position où j'étais tout à l'heure. Et donc, l'information que j'ai sur, hop, je vais l'arrêter, je vais me mettre en pause, sur mon default navigation, cette petite barre magenta, eh ben, elle s'écarte. Sur l'avion, ce qu'on a comme instrument, pardon, voilà, je reviens sur la nav qui vous sera envoyée, sur la présentation qui vous sera envoyée. L'information qu'on a sur l'avion, on se retrouve en fait avec cet instrument qui est à droite de votre horizon artificiel et de l'altimètre, à droite de l'altimètre. C'est ça que vous allez voir apparaître, une petite déviation de cette barre verticale par rapport à votre route. Votre rose ici n'est pas du tout directive, elle est complètement libre. Et donc, parce que vous avez tracé une route par rapport à votre point, vous êtes bien dévié par rapport à cette route-là. J'espère que c'est assez clair l'explication que je donne. Donc là, dans le direct nav, il vous affiche votre distance par rapport à la route que vous avez décidée. Sur Default Navigation, la fonction supplémentaire qu'il y a, c'est la fonction OBS. Si vous appuyez sur OBS, qu'est-ce que ça fait? OBS rend actif la petite couronne ici. Et en fait, en modifiant, en tournant avec le bouton OBS, alors c'est un peu la limite du simulateur Garmin ici, je ne peux pas vraiment le simuler ça. Je peux juste le simuler ici. Ici, vous tournez tout ça, vous allez sur course. Et donc, en modifiant ça, je modifie en fait, un peu comme sur un VOR, enfin même complètement comme sur un VOR, la course, cette petite couronne. En fait, OBS, ça crée ça permet de transformer, entre guillemets, votre waypoint en un VOR. Donc, mon point LFQT, il est passé en mode OBS. C'est un genre de VOR. Donc, j'ai tracé un radial depuis LFQT. Et j'ai défini LFQT comme un genre de VOR. Et je peux, grâce à mon petit bouton, OBS, modifier le radial. Alors, je ne sais pas si vous voyez en même temps, il faut un peu écarquiller les yeux, mais je modifie le course. Et vous voyez sur l'écran du GPS
que le radial, entre guillemets, qui part de Merville a bougé. Donc voilà à quoi sert le bouton OBS. C'est très utile pour tracer des radials d'interception, des radials de flanquement pendant votre navigation, etc. Si vous avez d'autres questions sur le défaut de nav et sur le fonctionnement de l'OBS, on pourra y revenir après, il n'y a aucun souci. On passe maintenant sur la fonction d'après, qui est la fonction plan de vol. On revient sur le menu, Flight Plan, et on retrouve ici notre mode dans lequel on est. Donc si vous avez rentré le GPS dans un mode, là il est par exemple en mode OBS, et ben, il me l'affiche ici. Et ensuite, chaque waypoint dans le plan de vol que vous allez mettre va s'ajouter derrière à ce mode dans lequel vous êtes. Donc si par exemple j'étais, je vais revenir dans le défaut de nav, enlever le mode OBS, je suis en direct tout sur LFQT avec ce que j'ai tracé tout à l'heure. Je vais d'ailleurs refaire un direct to LFQT. Hop. Voilà, j'ai refait un direct to LFQT. Il m'a remis une route directe. Si je retourne dans le flight plan maintenant, tous les points que je vais ajouter dans ce plan de vol vont s'ajouter à la suite de LFQT. Donc, flight plan là, ce n'est pas l'endroit pour ajouter des points entre votre destination. Il faut ajouter point après point. Et pour ajouter entre, je vais vous montrer après la petite tactique à faire. Donc ici, je vais simplement ajouter un waypoint. Et ben, le point qui nous intéresse, c'est le point novembre. Et ben, ce point novembre, c'est un peu difficile à le trouver. Je ne sais pas trop où c'est qu'il est. Une fonction que j'avais pas utilisée avant de redécouvrir sur le GPS. Effectivement, Fox a raison. En faisant find, en faisant alors c'est nearest, vous pouvez mettre donc je reviens, pardon, à gauche de la recherche, enfin à gauche de taper le nom du point, vous avez la petite loupe find, nearest. Là, il y a plein de points qui s'affichent parce que c'est nearest airport. En faisant filter, vous avez possibilité de mettre un filtre sur les points que vous voulez qui s'affichent. VRP, Visual Reference Point. Notre point novembre, c'est effectivement un Visual Reference Point. Et le voilà, QQN. Donc, c'est le point novembre de LFQQ. Et si je clique dessus, eh ben, il s'ajoute. Je peux aller regarder sur ma carte en dézoomant. Et c'est ce dont je vous parlais. Donc là, on est en nord comme ça. Il n'a pas mis, si je ne me trompe pas, il n'a pas mis QQN sur la route parce qu'on est en mode direct tout. Donc il faut dégager le mode, enlever le mode direct tout. On peut faire ici. Donc voilà. Donc je veux au final passer par. Alors est-ce qu'il y a des problèmes de son? Christopher me dit qu'il y a des problèmes de son. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok. Peut-être des petits sauts de connexion des fois. Alors, j'essaye de. Tiens, voilà. Donc là, par exemple, je suis en train de chercher comment activer mon plan de vol. Donc là, j'enlève tout. Et c'est parce que je suis en mode direct tout. Et, menu. Donc, add waypoint QQN. Enter. Add waypoint LF. On n'a qu'à mettre. Donc, facilement, les points qui sont faciles à ajouter, c'est les points VOR, cambrés, par exemple. Enter. Si vous faites une recherche comme ça avec le nom, que vous faites Enter, il va vous afficher tous les points qu'il connaît
Donc, par exemple, Cambrai, ici, si je le mets à fond. Tous les points qu'il connaît au nom de Cambrai. Donc, effectivement, évitez de sélectionner Cambrai Australia. Vous serez à court d'essence avant de l'atteindre. Et si vous cliquez dans votre recherche directement sur Cambrai, il vous l'ajoute tout de suite sur le GPS. Et là, on peut faire Activate. Donc là, j'ai ajouté 2 points et je vais aller du coup sur mon point QQN. Et ça, c'est notre fonction direct to. Je peux sélectionner vers quel point de mon plan de vol je souhaite aller. Activate. Et donc là, si on dézoome, il m'a effectivement mis la route de ma position vers novembre et ensuite vers le VOR de Cambrai. Donc voilà, donc petit à petit, vous pouvez construire votre plan de vol en ajoutant les waypoints. Alors en fait, Activate, quand on fait Direct to, en fait, la touche Direct to, ça sert à décider dans quel mode de GPS on met on va en parler tout de suite de Direct to, du coup. Direct to, ça sert à décider dans quel mode de GPS on va le mettre. Donc quand j'ai appuyé sur Direct to, j'ai possibilité de le mettre en direct sur un point que je recherche, LFQT, Enter et ensuite Activate. Donc le Activate, il s'est affiché ici en bas à droite. Et donc, il m'a bien mis en direct sur LFQT. Mais en fait, j'ai toujours mon plan de vol d'actif derrière, où le plan de vol, je l'ai construit petit à petit, et je veux aller à ce point de mon plan de vol. J'appuie sur mon plan de vol et Activate qui apparaît ici. Et donc là, il m'a bien activé mon plan de vol. Au niveau du plan de vol, si vous ne savez pas comment un point est référencé, quel est le nom du point, généralement, on sait à peu près où c'est que les points ils se situent. Donc, une bonne façon, c'est d'aller sur Map et dans Map, d'aller chercher en balayant un petit peu la carte, en dézoomant, d'aller chercher le nom du point. Bah tiens, là, par exemple, je voulais passer par le point Sierra Whiskey de l'Équin. Je sais plus comment il s'appelle. Simplement en me promenant, entre guillemets, sur la carte, je l'ai cherché, j'ai appuyé dessus. Donc, sur le GPS, vous pouvez vraiment appuyer dessus. Waypoint info, LFQQ Sierra Whiskey, et ben d'accord, il s'appelle QQ Sierra Whiskey. Québec, Québec, Sierra Whiskey. Maintenant, si je retourne, flight plan, add waypoint, QQ Sierra Whiskey. Je clique directement et il me l'a ajouté à mon plan de vol. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il l'a ajouté, mais pas à l'endroit où je voulais. Il l'a ajouté après Cambrai. Et moi, j'aimerais bien y passer avant d'aller à Cambrai. Donc, vous voyez, là, on le voit sur le map, sur la carte. Il va d'abord à Cambrai, le plan de vol, et ensuite, il vient à Sierra Whiskey. Donc, ça ne va pas. Donc, je l'enlève. Je clique. Je suis maintenant retourné sur ma fonction plan de vol. J'appuie sur mon point et je mets Remove. Remove Québec, Québec, Sierra Whiskey. OK. Il n'est pas au bon endroit. Ce que je peux faire, c'est appuyer sur Québec, Québec, novembre. Insert After. Québec, Québec, Sierra Whiskey. Appuyer. Et voilà, il me l'a mis entre les deux. On peut aller vérifier sur la carte. Et bien maintenant, mon plan de vol, il passe par Sierra Whiskey. Vous l'avez vu quand je l'ai fait. De la même façon, on peut ajouter un point en Insert Before. Une autre façon d'ajouter un point au milieu d'une route qu'on a déjà tracée, c'est d'aller sur la fonction Map et de glisser
de glisser la route. Donc, par exemple, ici, entre novembre et Sierra Whisky, je souhaiterais passer par, ici, c'est Lens. Je souhaiterais faire une verticale de Lens. C'est pas super recommandé, mais imaginons. Je clique sur mon trajet ici. Et là, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Ou alors, c'était... Comment j'ai fait? Alors, j'arrive plus à le faire. Pourquoi j'arrive pas à le faire? Ah oui, pardon. En faisant Graphically Edit Flight Plan. Donc, je recommence. J'ai retrouvé ce qu'il faut faire. Vous cliquez à un endroit, peu importe, ou vous tapez un endroit, peu importe lequel, sur le map. Vous avez la fonction Graphically Edit Flight Plan qui s'affiche. Vous appuyez sur ce petit bouton. Et maintenant, il vous propose d'éditer directement votre plan de vol à partir de la carte. En cliquant maintenant sur ma route, elle apparaît en bleu, et ben je peux la modifier, vous voyez. Et donc, si je la modifie, je peux aller sélectionner ce point ici, où on a dit c'était l'aérodrome de Lens. Donc, je la glisse sur l'aérodrome de Lens, et ça m'a bien sélectionné entre novembre, mon nouveau plan de vol, novembre, Lens, Sierra Whisky. Et si je fais Done, eh bien, ça m'a bien modifié mon plan de vol. Et on peut aller le vérifier dans Flight Plan. Et oui, dans l'appareil, avec un doigt, vous maintenez votre doigt, vous tapez donc une première fois sur l'écran avec votre doigt pour faire apparaître Graphically Edit Flight Plan. Vous appuyez encore sur Graphically Edit Flight Plan et voilà, et vous bougez comme ça. Et si vous n'êtes pas d'accord de la sélection qu'il vous a faite, vous faites Undo. Vous avez possibilité, avec le GPS, de créer des waypoints. Ibrahim, j'ai bien vu ta question, on y reviendra tout à l'heure, et ben, même maintenant. Effectivement, avec la fonction up and down là, dans le menu, vous pouvez vous promener. Dans le menu, donc on retourne dans Home, on va dans Waypoint Info. Vous retrouvez ici User Waypoint, donc si d'autres gens ont créé des points, donc moi j'en avais créé l'un qui s'appelait Test. View List, ben non, j'en avais créé qu'un seul. Et vous pouvez faire Create Waypoint. Et c'est Vincent qui m'a parlé de cette fonction. Je ne connaissais pas, que lui utilise pas mal et il apprend pas mal aux élèves quand ils volent avec des élèves. Vous avez possibilité de créer un point à partir d'un radial distance par rapport à un VOR. Donc, si pendant votre navigation, vous avez un point tournant qui est un peu dans la pampa, une ville qui n'est pas répertoriée dans la base de données GPS, etc., une bonne façon de le repérer sur votre carte et de le reporter dans votre base de données GPS, c'est donc d'aller depuis le menu Home, je le refais simplement, depuis le menu Home, on descend un petit peu down, Waypoint Info, Create Waypoint. Et là, vous pouvez lui donner un nom. On va être très créatif. Test 2. Enter. C'est pas un airport. Et dans Comment, ça on peut le laisser, on peut lui redonner un nom. Test. Vous pouvez rajouter un petit commentaire. Et c'est dans Position. Vous avez possibilité de créer ce point par rapport à des références. Donc, soit vous êtes très fort, vous avez relevé la latitude et la longitude via Google Earth, par exemple, soit en préparant votre nav avec votre carte, vous avez tracé un flanquement ou vous avez repéré votre point tournant avec un VOR, un radial et une distance par rapport à un VOR. Le waypoint de référence, l'Équin.
vous mettez le radial, et ben, je ne sais pas, le 245, Enter, une distance, 37 nautiques, back, et donc on voit bien qu'il a positionné ce point à l'Équin par rapport au VOR de l'Équin, de l'Imaïque au Québec, pardon, sur un radial 245 à une distance de 37 nautiques. Si on fait une petite preview pour regarder où c'est qu'il l'a mis, il l'a mis là. Donc les user waypoints, ils sont représentés par un petit carré orange. Hein. Et si je dézoome, eh ben, j'ai effectivement le Léquin qui est là, et il me l'avait positionné là. D'accord? Et même là, alors faites attention, là je viens de voir, il me l'a déplacé. Donc je le refais. Donc ça montre qu'il faut vraiment faire très attention à ce qu'on fait sur un GPS parce que il fait ce qu'on lui dit de faire. Et donc des fois, on sait pas trop ce qu'on lui dit de faire. Il faut vraiment faire attention. Donc preview, eh ben, c'est bien ce que je voulais. Il est bien là, à peu près dans ce radial. Effectivement, c'est bien ce que je voulais. Vous avez possibilité de le positionner par rapport à deux radials. Donc, au radial 245 par rapport à l'Équin et au radial, ben, on va dire 155 par rapport à Cambrai. Et si je regarde, radials de not intersect, ben, super. Donc voilà, donc vous avez possibilité de le positionner selon ces choses-là. C'est assez intéressant pour rapidement créer un point. Et donc vous faites create et il apparaît dans votre liste de waypoints. Comment je fais le deuxième? Ben, simplement le deuxième, donc depuis votre carte 500 millième, hop, je vais essayer de le faire comme ça rapidement. Depuis votre carte 500 millième, donc là vous avez Abbeville, le VOR d'Abbeville, vous tracez un radial, vous représentez votre position sur ce radial du VOR d'Abbeville, vous avez l'Équin ou Cambrai qui est ici, vous représentez votre position sur le radial de l'Équin et de Cambrai, effectivement, ils se croisent là où se croisent les deux radiales, c'est là où est votre point votre point tournant. Donc, d'après votre carte 500 millième, vous récupérez ces informations-là. On y retourne. Waypoint info, create waypoint, un nom, un commentaire si besoin, une position. Vous cliquez sur position. Donc là, c'est une position définie par deux radiales par rapport au bord d'Abbeville, ABB. C'était un radial voilà, 0,60. Par rapport au VOR de Cambrai, un radial 175. On n'a qu'à tenter celui-là. Tac. OK. Et voilà. Et donc, j'ai défini une preview. Bah non, ça tombe mal. Les deux radiales ne s'interfèrent. Donc, j'arrive pas à le faire là rapidement, mais il faut le faire à partir de votre carte. Vous repérez votre point tournant à l'intersection de deux radiales de VOR. Et vous les créez comme ça. Et donc, j'ai créé ce waypoint test tout à l'heure. Donc, on le retrouve dans notre liste. Si je retourne sur supérieur à 270 depuis Cambrai. Oui, je positionne mal Cambrai dans ma tête, en fait, c'est ça. Merci Jean-Marc. Tac. Voilà. Donc là, il me l'a positionné à l'intersection de Abbeville et à l'intersection de Cambrai, qui est un petit peu dans le coin là-bas, qui est là. Donc voilà, le 275 et le Abbeville 0,60 que j'ai mis, ils s'interceptent sur mon point tournant. Donc j'ai repéré mon point tournant. Et je valide, create.
J'ai la liste de mes 3 waypoints que j'ai créés. Si je reviens maintenant dans mon menu principal, la fonction flightplan, je descends dans mes points de plan de vol, add waypoints. Soit je cherche avec le nom, si je fais test, voilà le test. Soit je fais find waypoint, user, et les voilà tous mes waypoints user que j'ai créés tout à l'heure. Et je l'ai ajouté. Et donc, si je vais voir maintenant sur ma carte l'enchaînement de mes points, et ben les voilà. Et je vais à Cambrai et je vais à mon point. Et ben on n'a qu'à rajouter jusqu'à Abbeville, le dernier point, Abbeville. Tac. Voilà, une petite balade à Abbeville. Alors, vous voyez, là, j'ai ajouté Abbeville. ABB, ben, en fait, je ne vais pas au Vord d'Abbeville, moi, je vais au terrain. Je peux faire soit ABB comme ça, en faisant Enter, je pense. Ah non, c'était justement pas ce que je voulais faire. Hop, remove, yes. Add waypoint, find, nearest. Et je peux aller chercher Abbeville ici. Ou Albert, c'est pareil. Hein. On n'a qu'à mettre tac, Péronne. J'ai mis Péronne. Voilà. Je reviens maintenant sur la fonction direct to. Donc direct to, c'est le petit bouton qui est à droite ici, le petit D avec la flèche qui le traverse. Si vous appuyez dessus, vous avez un menu. Donc ce petit menu direct to avec 3 onglets. Premier onglet, l'onglet waypoint, où vous pouvez chercher un waypoint sur lequel vous voulez directement aller. LF, Q, O. Pardon, LF, je voulais justement mettre LF, QQ. Et là, il m'a tout de suite mis, donc il l'a sélectionné, c'est bien Lille-les-Quins, Activate. Il m'a tout de suite mis une route directe vers les Quins. Je rappuie sur le bouton Direct tout. Si je vais dans l'onglet FPL, je peux sélectionner le point de mon plan de vol sur lequel il souhaite que j'aille. Donc si je veux maintenant me diriger vers Lens, c'est bon, je ne suis pas passé par Novembre, au final, je veux aller directement sur Lens. J'ai donc fait Direct tout vraiment depuis n'importe quel menu. Vous appuyez sur le bouton Direct tout, onglet Flight Plan. J'appuie sur LFQL, c'est bien vers Lens, Activate. Et là, il m'a activé une route directement vers Lens, tout en continuant le plan de vol derrière. Donc à l'inverse de si je lui dis là, direct tout Lens, parce que c'est la route que je veux prendre, ou je veux aller à Cambrai de mon plan de vol, je fais direct tout Cambrai, Activate, eh bien, il m'a mis une directe sur Cambrai et pas forcément derrière, il va continuer le plan de vol. Ah bah si, là, il a continué le plan de vol. Mais il vaut mieux aller sélectionner, si c'est un point de votre plan de vol, allez le sélectionner dans l'onglet plan de vol. Et si c'est un point à côté, voilà, il va vous sortir de cette fonction plan de vol. Le dernier onglet qu'il y a, c'est un petit onglet Nearest Airport. Donc, vous pouvez sélectionner un aérodrome dans le coin pour le rejoindre. Voilà, direct, activate, LFAV, et je vais directement sur LFAV, Valenciennes. Dans le menu principal, voilà pour la fonction direct to. Donc vraiment le plus facile à utiliser, hein, direct to. Mais le plan de vol, vous avez vu, c'est facile à faire aussi. Je termine dans le menu Home, la fonction Nearest, tous les points qui sont mis les uns à la suite des autres, qui sont triés les uns à la suite des autres. Voilà pour l'utilisation du GTN.
comme l'heure avance, je souhaite avancer et faire passer quelques petits messages GPS pour utilisation du GPS à tout le monde et TEM qui sont importants. Si vous souhaitez, on pourra continuer à jouer un peu avec le GPS tout à l'heure. Simplement, traitement, erreur, threat and error management autour du GPS en aviation générale. Le flash sécurité des vols de la FED. On en a parlé, j'en ai parlé. Le GPS, ce qui ne fait pas. La gestion carburant. Anticiper sa propre panne. Un GPS ne sera pas en mesure de vous dire qu'il est en panne ou qu'il va être en panne bientôt. Donc, bien consulter les NOTAM, bien consulter que les bases de données sont à jour, etc. Un GPS ne sert pas à tenir son cap. C'est votre instrument, votre conservateur de cap et regardez dehors qui vous sert à tenir votre cap. Et enfin, le GPS ne sert pas à surveiller le ciel, il ne vous sert pas à surveiller le relief. C'est un instrument de navigation, ce n'est pas un instrument de pilotage. Les priorités, aviate, navigate, communicate et GPS-8, comme ils disent. Donc, piloter, naviguer, communiquer, et ensuite, je m'occupe de mon GPS. Le GPS, c'est un écran qui est joli, qui clignote, qui a des jolies couleurs. Ça attire facilement le regard. On se dit que c'est très facile à utiliser. Et au final, c'est pas si facile que ça. C'est un instrument qui est situé assez loin de votre repère pare-brise. Donc là où le repère pare-brise, pour rappel, c'est là où votre circuit visuel doit passer dans 90% du temps. Donc, pour éviter de tout le temps regarder le GPS, on fait le maximum de programmation au sol. En vol, on utilise les fonctions raccourcies telles que le direct to, le nearest. Donc, votre plan de vol Bondu Perpignan, c'est pas en vol qu'il vous faut le faire, qu'il vous faut le programmer sur le GPS. C'est avant. Donc, le mieux, c'est vraiment de travailler sur le simulateur pour être rapide sur la programmation du GPS. Et si vous avez besoin d'utiliser votre GPS pendant le vol, vous l'incluez dans votre circuit visuel. Donc, vous touchez au GPS, vous regardez votre GPS, vous le touchez pendant 5 secondes, vous revenez sur votre circuit visuel, votre circuit visuel revient sur le pare-brise, le repère pare-brise. Mes instruments de vol, le repère pare-brise, le GPS, le repère pare-brise. C'est vraiment très, très important parce que sinon, on passe trop de temps sur le GPS. Et la meilleure façon de programmer rapidement en vol le GPS, c'est de s'entraîner au simulateur. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer comment l'installer et comment vous en servir. Le GPS qu'on a à bord de nos avions, il est approuvé comme instrument de navigation, à l'inverse des GPS qu'on a sur nos tablettes et nos téléphones. Néanmoins, il faut toujours faire une bonne préparation de carte, une bonne préparation de nav avec la carte et le log de nav avant le vol. Puis, quand vous êtes au sol dans l'avion, vous créez votre plan de vol. Et votre navigation, votre plan de vol sur le GPS viendra en support de la préparation de la nav que vous avez faite par la carte, avec votre carte et votre log. Votre GPS, il peut tomber en panne. Vous pouvez avoir une panne radio. Si l'alternateur, il tombe une panne électrique. Si l'alternateur, il tombe en panne, votre GPS, au bout d'un moment, il va s'éteindre parce que vous n'aurez plus de batterie. Vous n'aurez plus de charge à bord de l'avion. Votre avion, il continuera à voler. Donc, autant avoir cette carte devant vous et votre GPS en support, que vous soyez toujours en possibilité de consulter votre carte et de revenir sur votre carte. Deuxième chose, faites attention à la façon dont sont affichées certaines données sur le GPS. Par exemple, les frontières, c'est un tout petit trait blanc qui, des fois, on peut se dire, ah tiens, c'est quoi ce trait blanc? Faites attention. Donc, toujours avec la carte à côté de vous, vous avez possibilité de confirmer quelle est cette information qui est affichée par le GPS. La zone de Gravelines,
Par exemple, les zones P, elles sont affichées en bleu et pas en rouge par rapport à votre carte 500 millième. Donc faites très attention. Le classique du GPS, c'est d'aller dans son avion, de rien préparer, de faire un direct tout et de rien regarder. Et donc, le vol de retour de Calais, entre Calais et Bondy, un direct tout, eh bien, je pénètre dans la zone de Gravelines, je pénètre dans mes zones aériennes. Vous voyez, il les affiche un petit peu, les zones aériennes, mais il y a possibilité qu'il ne les affiche pas aussi. Et il ne va pas vous prévenir avec un gros warning que vous êtes en train de rentrer dans une zone. Il y a un petit message qui s'affiche, mais il n'y aura pas d'alarme sonore. Et pareil, vous franchissez la frontière, là, vous êtes en infraction. Il n'y a pas d'alarme sonore pour vous prévenir. Donc, on sait que, voilà, hein, à l'UALRT, on est des super pilotes et jamais on part sans avoir préparé sa nave. Mais faites attention, un GPS, c'est vraiment un outil très pratique, mais qui a possibilité de se faire avoir. Voilà, je suis allé un peu vite sur la fin pour que ceux qui voulaient, qui ont des contraintes après puissent aller à leurs contraintes. N'hésitez pas maintenant si vous avez des questions, si vous souhaitez que je revienne sur des choses sur le simulateur, il n'y a aucun souci. Jean-Marc ou d'autres instructeurs, si vous voulez intervenir, donner des petits tips. Alors, je vais le repositionner. Tac. On va se remettre à LFQQ. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? J'ai l'impression. Oui, donc effectivement, sur Yankee Zulu, c'est le Bendix. Il y a un Bendix aussi, qui a un autre type qui est facile d'utilisation. Eric, je ne sais pas si David, etc., qui envoie les. On a la notice du Bendix, mais ça serait intéressant de l'envoyer avec l'email à la fin de la présentation. Okay. Alors, une question d'Arthur. Si la programmation du plan de vol est longue, est-ce que c'est pertinent de le faire dans l'avion, sur la batterie? Ben, c'est relativement rapide hein, quand même pour les naves qu'on fait. Effectivement, si tu pars pour un long vol, ça peut ne pas être rapide à faire. Je suis d'accord. Il faut prendre le temps. Il faut s'habituer à aller rapidement, à faire rapidement. Le faire au sol, moteur tournant, ça prend du temps, mais il faut prendre le temps de le faire. C'est pertinent de le faire au sol plutôt que de le faire en vol. Oui, la fonction RIM. La fonction RI, David ou Jean-Marc, il y a une question pour vous sur le chat, si vous voulez y répondre ensuite. Une question de Sandrine, la fonction RIM est-elle disponible et fonctionnelle dans les GTN du club? Oui, donc la fonction RIM, c'est une fonction qui permet de vérifier l'intégrité de l'information reçue par le GPS. C'est ce qui permet donc de vérifier que le signal GPS qu'on reçoit est cohérent. Dans Utilities, si je me, c'est dans, ouais, voilà, dans Utilities, donc depuis le menu principal, je suis descendu, Utilities, Rain Prediction. Je dois choisir à quel moment il doit faire sa vérification du RAIM, compute RAIM, et il vérifie. Donc oui, Sandrine, je te confirme, ces GPS-là sont équipés du RIM. À mon avis, ça fait partie de ce qui est obligatoire pour pouvoir certifier ces GPS comme GPS, instrument de navigation à bord de nos avions certifiés. Alors, je reviens ici. Au niveau du simulateur, moi, je vous suggère vraiment d'aller vous amuser avec le simulateur. C'est vraiment une très, très bonne façon de vous entraîner, de vous préparer au vol. Vous pouvez tout à fait faire une navigation plus ou moins longue, mais vous pouvez aussi faire des tours de piste pour les gens qui sont en formation en tour de piste. Vous positionnez votre avion sur votre bout de piste ici. Hop. Donc je le set. Je le mets à 0.
Voilà. Ensuite, la fonction pour diriger l'avion un peu à la main, il faut ici à gauche être sur Heading. Donc, en fait, sur ce Garmin à gauche, les flèches ici permettent de changer la fonction que vous pilotez avec la petite molette de devant. J'essaye d'être le plus simple possible. C'est pas facile. Je suis désolé. J'essaye d'être le plus clair possible. Et donc, en fait, vous voyez qu'en modifiant ce petit heading ici, je modifie la direction dans laquelle mon avion va. Et donc là, je suis en train de décoller de ma 17. Donc, je vais le mettre dans un cap 17. Il a pris de la vitesse. Je lui donne un peu plus de vitesse ici avec le speed. Voilà, il est en vitesse de décollage. Et je décolle. Et ici, je sélectionne l'altitude, 1100 pieds. Et donc, il va décoller. Et vous pouvez comme ça jouer tout votre vol, votre tour de piste, la checklist sous les mains, sous les yeux, pardon, et vous dire, eh ben voilà, je suis au décollage, ma vitesse, c'est ça. Alors, il affiche les vitesses en nœuds, hein, désolé, c'est pas les vitesses en kilomètres heure, donc essayez de vous faire vos petites conversions. Mais vous avez possibilité de jouer les petits, vos vols et vos tours de piste, vos checklists. C'est une très très bonne, ça s'appelle le armchair flying, donc les Américains appellent le armchair flying. C'est voilà, voler depuis son siège de bureau. C'est la meilleure façon de s'entraîner quand on ne peut pas voler. Et même quand vous allez reprendre les vols, moi je vous recommande vraiment de le faire. Tous les pilotes professionnels s'entraînent sur des simulateurs divers et variés avant d'aller en vol. Là, vous le voyez un petit peu qui est caché derrière. J'ai exactement le même logiciel pour 320 ici. C'est pour jouer nos checklists, jouer nos procédures. C'est très bonne façon de stimuler votre cerveau et d'entraîner votre cerveau. L'entraînement mental comme ça de vos procédures et de votre vol euh, est très faisable et très très profitable et ça vous permettra de travailler de très très bonne façon avant la reprise des vols et d'être super opérationnel à la reprise. Alors, système unit. Merci Jean-Michel. Système unit. Eh ben oui, wind speed, meters per second, knots. Non, tu vois, il me fait juste le meter et le knot. Moi, j'ai pas possibilité de le passer en kilomètre heure. Ce que je peux faire là, c'est juste ça. Ah, il fait kilomètre, mais ah non, c'était wind speed, pardon. Wind speed, nav angle, distance kilomètre. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il veut la changer celle-là. PFD setup, clock temp, non. Bon, si je retrouve d'où c'est, moi j'ai pas possibilité de changer là dans unit, wind speed, température, distance. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Le couplet avec Simulator, avec Flight Sim, c'est possible, mais je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Mais déjà travailler sur ça, je pense que ça vous sera extrêmement, extrêmement profitable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci à tous pour votre participation en tout cas, et je rebondis sur ce qu'a dit Christophe par rapport à dimanche. On va vous envoyer les modalités d'accès très prochainement pour participer à l'Assemblée générale. Alors, une petite info, dans Utilities, il y a des petites calculatrices. Donc, trip planning, je vous laisserai aller voir fuel planning qui vous permet voilà, d'avoir des petites calculettes de consommation jusqu'à votre point, etc. Ça remplace un petit peu votre log de nav et votre calcul d'estimé de carburant, etc., que vous faites d'habitude sur votre log de nav. Mais n'hésitez pas à regarder un peu ça. C'est une bonne façon de travailler aussi, d'utiliser le GPS. Merci beaucoup à tous pour votre participation. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Merci beaucoup.